Benjamin Boivin, la réélection le 4 février dernier du président salvadorien Nayib Bukele suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Comment expliquer, Benjamin, la popularité de cet homme politique dont on pourrait dire que l'administration est accusée là, à répétition de violations importantes des droits humains? Oui, ben de manière assez classique dans le contexte politique international actuel, le président Bukele est issu d'une tradition politique qui sort du cadre habituel. Donc, au Salvador, comme dans bien des endroits, il y avait un parti politique principalement de gauche, un parti politique principalement de droite. Lui, après être passé par la gauche, a fondé son propre mouvement et dans un contexte d'insatisfaction à l'égard des hommes politiques, des femmes politiques en général, il a réussi à se faire élire président pour la première fois en 2019. Avec un programme vraiment axé sur sa personnalité. Une fois élu président, l'une de ses priorités très importantes, ça a été de lutter contre la criminalité. On sait que le Salvador, au moment où M. Bukele est devenu président, est un des endroits dans le monde où on avait la plus grande proportion de meurtres par habitant. Donc, c'est un endroit où on avait énormément de difficultés à circuler dans les villes sans entendre des balles être tirées, sans être témoin de crimes violents presque quotidiennement. Et donc, l'une des préoccupations élémentaires de la population, c'était de voir le crime diminuer. D'abord, lorsqu'il a commencé son entreprise, M. Bukele essayait d'avoir des ententes secrètes avec les deux principales organisations criminelles du pays pour essayer de faire diminuer la criminalité, du moins les effets de la criminalité sur la population générale. Ça a fonctionné un certain temps. Ce n'est pas une pratique qui est extraordinaire. On voit ça dans plusieurs pays latino-américains. Mais éventuellement, là, il y a comme eu un moment en particulier où, sur l'espace de quelques jours, il y a eu plusieurs dizaines de meurtres dans une très courte période de temps. Et puis la réaction du président Bukele à ce moment-là, ça a vraiment été d'entreprendre des arrestations de masse. Donc plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées en l'espace de quelques jours sur la base de critères qu'on pourrait juger arbitraires. Donc si on a un tatou sur le corps ou dans le visage, on va être arrêté. Si on habite dans un certain quartier, on va être arrêté. Si on appartient à un certain groupe d'âge, un certain groupe démographique, on habite dans un certain secteur de la ville, on va être arrêté. Des gens qui ont été arrêtés et mis en prison souvent on fait l'objet de procès collectifs, donc des procès avec plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes à la fois, sans avoir la possibilité de plaider leur innocence ou même de prendre la parole, ou des gens qui se retrouvent en prison pendant plusieurs années consécutives sans avoir eu la possibilité même d'avoir un procès aussi élémentaire soit-il. Donc on parle vraiment d'une situation extrajudiciaire qui est justifiée du point de vue de l'administration du Salvador par une situation de crise pour la sécurité de la population qui est hors du commun. C'est pas un peu étonnant d'un gouvernement de gauche, ça? Ben, lui, je pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'il est de gauche. Il vient du milieu de la gauche là, dans les débuts de sa carrière politique, mais vraiment, il s'est fait un nom plutôt comme une figure issue du populisme un peu anti-système, où la gauche et la droite sont finalement voués à l'échec l'une et l'autre. Et donc, vraiment, là, il est très connu pour avoir lutté contre la criminalité d'une manière qui est tout à fait indifférente aux usages habituels, aux préoccupations pour les droits et libertés. Le contexte que tu décris, Benjamin, fait penser un peu aussi à la situation des dernières années, je trouve, aux Philippines. Oui, tout à fait. Beaucoup de crimes, la population qui se sent menacée, et puis là, dans le chaos, un homme qui veut ramener de l'ordre, mais qui ramène de l'ordre de manière peut-être un peu exagérée à son tour. Ouais. Jusqu'où on peut aller pour défendre, disons, la sécurité de sa population? Jusqu'où on peut brimer les droits individuels? Ben, c'est une très bonne question. Écoute, le président Bukele, il faut comprendre qu'il est extrêmement populaire dans son pays. Là. Il a gagné l'élection avec environ 80% des suffrages, 85% des suffrages. On peut se questionner sur la validité de certains des résultats. Là. Certains des résultats ont été critiqués, mais on parle vraiment d'une figure qui est populaire dans son pays. Et il est populaire parce que, justement, il était capable de rendre à la population un bien qu'elle a le droit d'avoir, c'est-à-dire la sécurité de base. Là, vraiment, la chute de la criminalité au Salvador, c'est tout à fait incroyable. On passe d'un des pays les plus insécures au monde à un pays qui a un taux de criminalité comparable à ce qu'on voit en Europe occidentale. Maintenant, évidemment, là, certains des droits les plus fondamentaux de la personne humaine qui sont protégés par les grandes chartes internationales et promus par l'Église catholique à travers sa doctrine sociale, sont bafoués quotidiennement dans ce pays. Évidemment, la population, beaucoup de gens dans la population, on voit aussi des commentateurs issus d'organisations de la société civile vont dire que finalement, la Constitution, elle protège certains us et coutumes politiques et également certains droits, mais ces droits-là, on ne peut pas en jouir lorsqu'on vit dans une situation d'insécurité permanente. Et puis que finalement, ces interventions-là seraient justifiées par un contexte extraordinaire.
On peut imaginer une analogie. Dans un contexte occidental, même au Canada, dans les dernières décennies, on a assisté à la suspension de certains droits et libertés dans des contextes exceptionnels liés à l'insécurité. On peut penser par exemple à la crise d'octobre, ou dans une bien moins grande mesure à une crise qui a eu lieu dans les années récentes durant le COVID, là, avec le convoi de la liberté à Ottawa. On peut penser également de manière plus analogique aux grands conflits mondiaux, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais on se retrouve vraiment dans des situations qui, de la vie de la plupart des gens, sont tout à fait incomparable si on pense aux guerres mondiales ou à un État, vraiment un État comme par exemple en Ukraine où la vie politique est complètement rendue impossible par la présence d'une invasion étrangère. Et lorsqu'on parle peut-être de cas comme la crise d'octobre ou le convoi de la liberté, bien, la plupart des gens, des observateurs compétents seraient d'avis que dans ces cas-là, les suspensions de liberté étaient en fait injustifiées. Et on parle d'aucune manière de mise en prison, d'emprisonnement de dizaines de milliers de personnes sur la base de critères arbitraires. Donc ce qu'on voit vraiment, c'est une tension entre le désir de sécurité de la population qui, inassouvi, suscite un espèce de sentiment démocratique au mauvais sens du terme, où finalement, on veut attaquer les coupables sans considération pour la justice. Et vraiment, la responsabilité des responsables politiques devrait être de faire en sorte qu'une société ne se rende pas jusque-là. Parce que là, c'est très difficile après de justifier auprès de la population de protéger les droits et libertés même des criminels, ce que l'Église enseigne et ce que les grandes chartes internationales promeuvent. Lorsque la plus normale de toutes les mères de famille voit ses enfants, son mari, être attaqués quotidiennement. C'est un dilemme très difficile. Est-ce que ça ne révèle pas justement quelque chose de la nature humaine où on préfère la sécurité, le confort avant la liberté? Ou du moins, sans cette sécurité, que faire de notre liberté? Bon, mais on pourrait dire, en dépit de ces imperfections, on pourrait peut-être faire une analogie avec la fameuse pyramide de Maslow, par exemple, lorsque les besoins élémentaires de la personne humaine, notamment sur le plan politique, là, c'est vraiment un devoir élémentaire des responsables politiques de maintenir la paix et la concorde, là, la sécurité. Mais lorsque ces besoins-là, ces droits-là, ces nécessités-là ne sont pas rencontrés, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du désordre dans la poursuite d'autres objectifs politiques nobles, comme la protection des droits et libertés de la personne. On verra si le modèle de Bukele risque de se répandre ailleurs en Amérique latine, parce qu'il faut dire que ce sentiment d'insécurité est généralisé dans l'ensemble du continent. Oui, plusieurs des pays voisins voient ça aller et puis se disent que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, d'autant plus que le président est actuellement populaire. On n'a pas assisté encore à une baisse considérable de sa popularité. Et malgré le fait que sa candidature lors de cette élection était irrégulière sur le plan constitutionnel, hein, normalement, au Salvador, un président, après un mandat, ne devrait pas pouvoir se représenter. Il semble que la population le suit. Et donc, les gens autour, ils regardent ça et ils se disent « Ah, peut-être qu'on a un exemple à suivre. » Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.